Bonjour à tous, comment allez-vous depuis hier? Je sais que j'en ai vu beaucoup. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, ça va, vous êtes abonnés? C'est ça, oui. Bon, Là, on se demain, voit beaucoup. bon, il y en a un la semaine prochaine aussi, bon, un peu plus tard à 18h si ça vous va. Bien sûr. Bien sûr, alors, comme hier, on fait un petit menti parce que là, vous êtes ultra nombreux. Parce que là, du coup, je n'ai pas, j'ai débloqué les places. D'accord. Donc, on aimerait un petit peu savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous cherchez, etc., etc. Donc, il faudra remplir ce petit menti.com le Ok. 26 66 36. Voilà. Il y a plein de gens qui disent bonjour. C'est cool. Salut. Pour l'instant, c'est du bonjour, quoi. Bon, c'est bien. Alors, rendez-vous sur menti.com et je vais passer du coup. Tac. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Ok. Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, nickel. Donc, le temps que les gens arrivent, comme hier, ça nous permet de comprendre un petit peu qui on a en face de nous. Des gens confinés. Non, je plaisante. Pas que. 26, 66. Allez, vas-y. C'est sympa chez vous. Je regarde aux intérieurs. Nicolas, je reconnais une œuvre qui, qui a été exposée à l'Abdo. Alors, il y a des UX, hein, évidemment. Ça ne m'étonnait pas. Design expérience, ok. Alors, hier, on a fait tout un webinaire sur qu'est-ce que ça veut dire d'être UX designer. Donc, il faudrait être un peu plus précis, là, s'il vous plaît. Non, je rigole. Donc, UX designer, c'est bien. Designer UX, graphiste. Très bien, très bien. Taxonomie manager. C'est beau, ça. Technicien du son. Voilà, donc là, on est 100. Donc, 100 en vidéo. Après, je pense que, voilà, il y a encore d'autres gens en attente. Ok. Et après, normalement, d'autres personnes peuvent suivre. Mais c'est ça que je ne sais pas trop comment ça marche. Mais qui ne sont pas en vidéo. Ah, qui suivent juste l'audio? Ouais, l'audio-vidéo, mais que tu peux pas voir, on peut pas les voir. Ils peuvent pas interagir avec nous en audio-vidéo. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Je sais pas s'il y a des gens qui ont fait déjà des webinaires avec Zoom avec plus de 100 personnes. Par hasard, pour avoir une information là-dessus. Je se sens, non? Ah, les gens sont bloqués, ne peuvent pas rejoindre. Ah, dommage. Alors, comment ils peuvent accéder? Excusez-moi, là on est vraiment dans les... T'es pas limité à ton compte à 100. Salut Pauline, je me demande si t'es pas limité à 100 par rapport à ton compte, non? Oui, sur la vidéo, mais normalement, ce qui mettait sur mon compte, c'est que les gens pouvaient quand même suivre. Ah ouais? Ok. Alors, nous, on en a fait à plus de 400 et tout le monde avait la vidéo. Ah, mais peut-être que vous aviez un gros compte. Nous, on a un compte pro. Alors, ah mince. Ah, dommage. Alors, effectivement, il ne faut plus rejoindre la réunion. On est en ça. Ouais, je crois que c'est la limite de 100, ouais. Alors, Rassure-toi, il ne t'entend pas. comment... Je vais checker sur le truc. Abonnement. Ouais, pro, c'est 100, ouais. Ah oui. Ah mince. Bon, bah, du coup, ils vont suivre la vidéo parce que je ne sais pas du tout comment on peut les faire rentrer autrement. Alors, autoriser l'annonce, alors, excusez-moi, comme ça, vous pouvez répondre aux questions. Il y en a pas mal. Ouais, mince. Il y en a pas mal. Il y en a... donc, Mince. que souhaitez-vous apprendre sur le design systémique?
il y a le webinar. Oui, le truc. Ah là là, mais c'est pas possible. Parce que je sais qu'ils font les mauvaises traductions Zoom, parce qu'on s'est fait avoir plusieurs fois. Donc peut-être que c'est mal traduit en fait. Attends, je regarde ce que je peux faire pour qu'ils puissent participer. Ah là là. Ok. Est-ce que dans le questionnaire, vous pouvez avancer tout seul ou je dois vous donner la main? Ça a l'air de marcher. Ouais, ok. Moi, il me demande d'attendre que tu poses la prochaine question. D'accord. Alors, du coup, ça aussi, il faut que je change ça. Excusez-moi. Tac. Voilà. Ok. Normalement, c'est voilà. Là, vous pouvez passer entre les questions. Alors, je cherche encore une dernière option. Et... Je te dérange 2 petites secondes, mais c'est pareil pour moi. Je dois toujours attendre la validation avant d'avoir la suite des questions. D'accord. Ok. Alors, je vais relancer du coup. Merci. Merci. Tout ce qu'il faut coordonner en même temps, là, c'est compliqué. Alors, Mon cerveau. Mais voilà, ça n'est que le deuxième. Du coup, je crois que c'est normal. Je suis un peu... Et là, c'est bon, tu peux avancer. Vous pouvez avancer dans le questionnaire. Non, ça reste coincé à chaque fois, en fait. C'est bizarre. Hein. Ah oui. Ah. C'est bizarre. Parce que ça, normalement, ça devrait être bon. Alors, il faut rafraîchir la page. Ça me Bah, l'a je viens de- fait et en fait, Ouais. il faut rafraîchir la page pour avoir les nouvelles questions. Oui, mais même. Ah, si. Oh là là. Ah, y est, d'accord. Quel est votre... Mais non, mais je suis repartie en arrière, là. C'est bon ou pas là? Bon, je vais recommencer, c'est pas grave. Là, c'est bon du coup? Ouais. Ok, bon, alors je sais pas comment je peux faire entrer les autres personnes. Ça m'embête beaucoup pour eux. Alors, il est quelle heure? 17h10. Optimiser, masquer les commandes, inviter. Je peux inviter davantage de gens. Ok, ça, on vous a demandé pas mal de travail à faire. Donc, si on repasse les questions. C'est chiant. Sinon, c'est pas grave, Pauline, il y aura la vidéo. Ouais, il y aura la vidéo. Ouais. Bon, ok. Ouais, je crois que c'est en fait c'est mensonger Zoom là. Hein. On n'est pas content.
Alors, donc, du coup, on lance le. Donc là, ce que vous voyez, c'est mon écran. Vous voyez quel est votre métier, c'est ça? On est sur Mentimeter pour tout le monde. Ouais, Yes. c'est ça. Alors, voilà. Donc, du coup, il y a beaucoup de designers, n'est-il pas, Mélie? Mélie et Karl. Voilà. On regarde un petit peu les réponses et puis après, on se lance. Alors, forcément, que souhaitez-vous apprendre sur le design systémique via le webinar? Alors déjà, effectivement, c'est quoi? Et c'est une bonne question parce que c'est quand même un sujet qui est très, qui est dans l'air et qui est justement vraiment là d'actualité en ce moment même. On se parle, comme vous savez, et comment on arrive à ce genre de situation. Donc effectivement, le design systémique est en tout cas un modèle de réflexion qu'il faut avoir pour comprendre des grands problèmes, des grosses problématiques. Nous, en tant que designer, effectivement, on a quand même un peu notre rôle et notre responsabilité. Donc là, je crois il y a beaucoup de demandes voilà, sur le contexte, des retours d'expérience, comment en parler, effectivement, les applications quotidiennes, la mise en place, des ateliers, etc. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc, on va traiter, enfin, Mélie va traiter. Alors, êtes-vous familier avec l'approche de design systémique? Alors, non. Ok. Nous, en majorité, 41% un peu, et 10, oui. C'est une bonne information. Avez-vous intégré cette approche au sein de votre équipe? Ok, donc je veux en savoir plus. Donc, il y a vraiment besoin de comprendre davantage de quoi on parle. Effectivement. Il y a un vrai intérêt, mais on ne sait pas comment faire, quoi. Ce qui est bien normal, parce que c'est quand même un peu compliqué. C'est nouveau, oui. Donc, avez-vous expérimenté cette approche dans vos projets? Donc, j'imagine que non. Ok, oui, certaines personnes, donc ça, on est intéressé. On sait que dans l'assemblée, la grande assemblée, on a quelques personnes, effectivement. Pratique. Je vais essayer de vous voir un petit peu là. Vous regardez. Yes. Alors, quels sont les bénéfices selon vous? Quels sont les freins? Ouais, effectivement, avoir une vision globale. C'est toute la problématique, c'est tout ce qui nous manque. Manque de connaissances, également, effectivement, en tant que designer, est-ce qu'on est formé pour ça? Anticipation des impacts. Donc, ça va être le sujet, effectivement. Alors, il y a la notion de frein budget client. Effectivement, ça, c'est une vraie problématique parce qu'il y a tout un... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Un projet... comment on appelle ça? Un projet systémique? Je ne sais pas comment on l'appelle, ce type de projet. La mentalité, etc. Alors, effectivement, ça, c'est du boulot. Ok. Alors, si vous découvrez cette approche, quelles sont, selon vous, ses promesses? Alors, bon, c'est éthique et responsabilité inclusivité qui ressort. Impact. Plus de productivité, ça c'est intéressant. D'accord. Ok. Alors, réfléchissez-vous à une approche plus responsable des pratiques de design actuellement? Majoritairement oui, mais après c'est comment on passe à l'action, quoi. Yes.
Ok, je crois qu'on est au bout là. Ok, alors il y a quelques questions. Alors, comment trouver une autre expression que design centré sur l'utilisateur? Design systémique ne parle pas exactement aux gens. Ça, c'est vrai. Je n'ai pas de question. Que répondre à une personne qui va dire oui, ça va de soi, évidemment qu'on ne pense pas qu'aux besoins de l'utilisateur. Oui, du coup, ça peut-être qu'on verra cette question un peu plus tard. Au fil de l'eau, pourquoi on parle de design centré sur l'utilisateur comme si le design était une machine à comprendre les besoins des utilisateurs et produire une solution. Donc là, justement, on ne parle plus de l'utilisateur seulement. Enfin, l'humain. L'humain n'est plus le seul dans la réflexion. Et du coup, c'est ça qui est important pour nous, les UX, c'est qu'on sorte un petit peu, qu'on va encore plus loin. Mais c'était déjà un bon début de commencer à parler aux humains. C'est déjà pas mal. Mais aujourd'hui, on voit que peut-être ça cause plus de troubles qu'autre chose. Ok, donc ça va, Mélie, du coup, tu as, Ouais, c'est très clair. tu as des éléments pour commencer. Oui. C'est des questions qu'on va aborder au fil de l'eau pendant la présentation. Et on pourra rebondir dessus à la fin, voilà, s'il y a besoin de précision. Ok, donc pour Zoom, juste je vous montre 2 secondes. Et petite consigne, je vais vous mettre tous en muet, mais juste ce qui est important, c'est juste couper le micro quand on ne parle pas. Et alors, soit vous pouvez lever la main quand vous voulez parler, ou soit, enfin, on va plutôt, là en l'occurrence, là on va laisser Mélie s'exprimer. Et ensuite, on posera, enfin, vous pourrez poser des questions au fil de l'eau, mais après, on fera vraiment une question-réponse à l'oral. Et Karl, qui est notre co-hôte, voilà, Karl et Mélie. Donc, Karl va répondre aux questions voilà, à laquelle voilà, que vous pouvez poser tout au fil de l'eau. Mais alors là, ça sera dans la petite fenêtre de conversation. Est-ce que vous la voyez tous? Vous l'utilisez bien tous? Yes. Ok, je pense que c'est bon. Voilà, donc c'est juste les règles. Donc on va laisser Mélie nous expliquer tout le programme, le design systémique. Déjà, c'est quoi? Parce que de quoi on parle? Parce que c'est quand même quelque chose qui est très important de comprendre de quel contexte et quels sont les outils pour nous les designers pour penser systémique, les initiatives. Et évidemment, on va commencer par une petite présentation des designers éthiques si vous ne les connaissez pas. Et voilà. Voilà. Donc, je vais lancer. Alors, attendez, parce que je me perds complètement dans. C'est vraiment mal foutu. Zoom. Hop. Je lance le partage d'écran, Pauline, du coup. Voilà, donc tu peux y aller. Ok. Alors. Donc voilà, merci. Hop. Hop. Voilà, on y est. Bouger tout ça. Ok. Alors, bon, mais déjà, merci à tous et à toutes d'être présentes ce soir. Donc, pour le sujet du design systémique, et plus particulièrement sur la question de penser les externalités donc, dans la conception. Alors, pour débuter cette présentation, je vais déjà me présenter. Donc, Mélie, donc je suis designer, également coprésidente de l'association Designer Éthique, une structure donc, de recherche-action en design et responsabilité. Donc, je suis designer avec un parcours, un petit parcours aujourd'hui dans le domaine du design produit, du service et de l'UX design, avec une expérience donc en freelance, notamment à Montréal dans l'économie collaborative et 2 ans d'expérience en agence au sein de Faber Novel. Et donc, voilà, pendant mon parcours, j'ai été rapidement intéressée sur toutes les questions qui tournaient à l'éthique et à la responsabilité en tant que designer quand on conçoit un produit ou un service. Et du coup, c'est quelque chose que je continue d'explorer au sein de Designer Éthique, justement en questionnant de nouvelles pratiques et méthodologies. Donc, aujourd'hui, particulièrement le design systémique, mais ça s'adresse aussi à tout ce qui concerne la sobriété, qui est notamment connue aussi sous la thématique low-tech.
Et voilà. Et je fais également partie donc, de l'équipe organisatrice de Ethic by Design, donc, qui est portée par l'association, qui est un événement qui se consacre à l'exploration de la conception responsable et durable du numérique. Alors, pour faire un petit focus sur Designer Éthique, donc c'est une association et c'est aussi donc une structure de recherche-action en design et responsabilité. Donc, ça rassemble une communauté d'acteurs variés et surtout engagés en fait sur ces sujets de responsabilité. Donc, on travaille, on interagit avec des écoles de design, des étudiants, avec des entreprises et des professionnels, donc à la fois designers freelance, mais aussi en entreprise, en agence, et également tout un écosystème aussi de la recherche, puisque pour nous, c'est important d'avoir les deux volets à la fois qui mêlent recherche et pratique de design. Donc, on a trois segments où on a une première partie où, en interne, on explore via l'activité de recherche-action, donc qui peut prendre différentes formes. L'antenne parisienne organise notamment des séminaires de recherche-action. Donc, le premier qu'on a fait cette année, c'était avec Gauthier Roussy, justement, sur la thématique du low-tech, qui est designer-chercheur. Mais ça peut aussi prendre forme sous des ateliers plus participatifs, donc avec la communauté rennaise, notamment. On a aussi tout un volet donc expérimentation où on a l'ambition de concevoir en fait une boîte à outils donc en Creative Commons justement pour permettre aux designers de passer à l'action en fait et de pouvoir s'engager sur des pratiques plus responsables. Donc pour cela, on a dans cette boîte à outils donc des mémoires d'étudiants qu'on accompagne aussi pendant leur projet de fin d'études et des méthodes et des outils qui permettent aussi d'actualiser en fait nos savoirs et nos pratiques. Puis on a un dernier volet qui est plus lié à l'événement, donc Ethic by Design, où l'ambition c'est de connecter justement la communauté du design, de la recherche, de l'entrepreneuriat au sens large, justement sur ces questions de responsabilité et de faire émerger en fait, de faire connaître des savoirs et faire émerger une conscience aussi au sein de la communauté du design. À savoir que Ethic by Design donc, va y avoir la 3e édition en septembre à Lille, si tout se passe bien et on va dire que ça revient un peu à la normale suite au coronavirus. Donc voilà, donc je vous invite à nous suivre si vous ne nous suivez pas déjà sur Twitter, LinkedIn, mais aussi Slack. Où Slack, en effet, c'est quand même le point de rassemblement majeur de la communauté où on peut échanger sur plein de sujets, sur la veille, sur des questions qu'on a, sur nos pratiques. Donc, c'est assez sympathique à utiliser au quotidien. Alors, tout ça pour se lancer sur le cœur du sujet, donc le design systémique. Et pour commencer à se plonger dans ce sujet, je vais quand même faire un focus un peu historique. Donc, l'approche systémique, c'est pas quelque chose qui est nouveau en soi. Ça a été théorisé notamment dans les années 50 aux États-Unis et dans les années 70 donc en France. Et en fait, ça se distingue surtout de l'approche analytique, qui est l'approche plus commune, qui est héritée de Descartes, où finalement, quand on se lance dans un projet, dans une conception, dans l'innovation, on a un peu le filtre de lire un système en isolant les éléments un à un et de ne pas forcément faire des connexions entre eux. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'approche systémique, au contraire, c'est une approche qui permet de penser à la globalité du système, de penser sa complexité et les interactions qui existent entre ces systèmes. Donc, on est dans un autre type de démarche en termes de pensée. Et là, je vous ai mis donc à côté une des références de Joël de Rosnay, justement, qui a questionné cette vision globale de la complexité, notamment au travers de son livre Le Macroscope, qu'il a écrit donc en 1977. Alors, donc comme je disais, c'est un nouveau, finalement l'approche systémique, c'est intéressant parce que ça nous amène à penser autrement, à adopter un nouveau modèle de pensée qui repose sur quatre valeurs clés, donc qui sont la complexité, les systèmes. Donc, si on se positionne à échelle sociale, il y a le système social, système économique, environnemental, politique. Il y a aussi la notion d'interaction, donc comment ces systèmes interagissent entre eux.
Et enfin, c'est comment en fait on prend en compte cette globalité. Alors pourquoi ça nous intéresse, nous, en tant que designers, cette approche systémique? Comme le disait Pauline en amont du webinaire, en effet, notre pratique de design aujourd'hui repose sur une approche très anthropocentrée, donc où on met l'humain au cœur de la conception. Alors que le design systémique, lui, est plus dans une approche où on va penser l'humain au milieu d'un ensemble de systèmes. Et on va penser aussi l'humain qui interagit avec ces systèmes. Donc, en fait, ça permet d'adopter un point de vue beaucoup plus global dans la conception d'un produit ou service. Et c'est intéressant d'autant plus aujourd'hui parce qu'on est dans une ère quand même qui s'avère compliquée, où on constate en effet que cette vision anthropocentrée qui a été notamment très intéressante en termes d'évolution de pratiques de design, de conception au sens large, on a conçu des produits et services qui devaient répondre aux besoins utilisateurs, ce qui est déjà très bien. Mais aujourd'hui, en fait, on doit intégrer un degré encore plus important avec la systémie, justement, pour penser nos produits de manière systémique et responsable avec l'écosystème. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y a l'anthropocène, vous connaissez certainement cette notion, en fait, où ça caractérise la période géologique dans laquelle on se trouve aujourd'hui et où finalement elle a été générée par l'impact humain en fait sur les écosystèmes. Et donc l'approche systémique, c'est intéressant justement pour penser une conception beaucoup plus large et beaucoup plus durable et responsable, justement en intégrant tous les systèmes. Donc moi je me dis qu'aujourd'hui en fait on est à un moment assez crucial où finalement on doit redesigner en fait nos futurs, mais aussi notre présent pour adresser plus de responsabilité. Et le design donc apparaît comme une pratique au sens large, comme une pratique de redirection, et notamment la systémie. Alors je vais vous énumérer, on va dire 6 lois qui représentent le design systémique. Donc la première loi, c'est que finalement le monde est en perpétuel changement, et notamment de plus en plus avec l'anthropocène. Ces changements donc, incluent une nouveauté émergente, fondamentalement imprévisible. En effet, quand on applique une approche systémique, on est souvent dans la projection. Et donc, on fait la fiction en fait, sur des futurs possibles. Mais évidemment, on ne peut pas avoir réponse à tout et penser à tous les futurs possibles. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Tout changement aussi est assez imprévisible. Et voilà, il faut l'accepter. Toute conception systémique est provisoire et ouverte à une refonte. C'est une approche de changement incrémentiel plutôt que transformationnelle. En effet, un projet systémique est vraiment pensé sur un développement long terme. Donc, on est moins dans une approche très brutale, transformationnelle d'un coup. On est plus dans une approche où finalement, on va concevoir un projet, un produit, un service, on va le faire évoluer au fur et à mesure qu'il est utilisé, pour justement qu'il réponde, qu'il y ait moins d'externalités négatives possibles. Toute conception systémique est enchevêtrée avec les systèmes existants. Donc, en effet, comme je disais, c'est très important de considérer les interactions et de considérer tous les systèmes dans lesquels on va s'insérer avec notre innovation. Donc, systèmes sociaux, environnementaux, politiques, etc. Toute conception est orientée par le présent-futur. Donc, on est vraiment dans une démarche qui peut s'apparenter au design fiction, il est vraiment dans une démarche de projection. Et enfin, c'est une conception qui est aussi ouverte à la diversité des réalités et pluralité des solutions. On n'est pas, quand on pratique le design systémique, il n'y a pas une quête d'absolu ni de réponse universelle. On est assez dans le côté adaptatif. Donc ça vous permet de manière théorique de vous plonger un petit peu dans le mode de pensée du design systémique. Mais à savoir, c'est aussi une méthodologie en soi. C'est une méthodologie donc, qui permet justement de s'engager vers des futurs souhaitables. Donc là, je vous présente une méthodologie donc, qui a été développée par un collectif d'agences et d'associations, donc NAMAN, Mars, Shift, Systemic Design Association,
Donc, ils sont aussi à l'origine d'un toolkit en ligne que je vous invite à aller consulter. Donc, ils ont vraiment créé un processus créatif à part entière avec le design systémique. Donc, ça, c'est le fruit de plusieurs années d'expérimentation et de recherche où voilà, il y a 7 grandes étapes. La première étape, c'est finalement de cadrer le système dans lequel on s'inscrit, d'être à l'écoute des interactions entre ces différents systèmes, de les comprendre, de définir l'avenir souhaité par rapport à l'innovation qu'on développe et comment on s'insère dans ces systèmes, d'explorer l'espace des possibilités, concevoir notre modèle, nos scénarios d'usage, notre business model, et favoriser la transition. Donc, c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, en fait, dans le design systémique, il y a déjà des approches assez abouties. Mais cependant, quand on veut justement se lancer en fait dans le design systémique sans, on va dire, revoir toutes nos pratiques de design, notamment même quand on est freelance, mais aussi en agence, en entreprise, comment finalement on peut implémenter la pensée systémique de manière graduelle. Et donc ça a été c'est le parti pris que j'ai voulu explorer, c'est comment insérer le design systémique pour qu'il participe à la transition des pratiques actuelles et pour qu'en tant que designer, on s'initie petit à petit à plus de responsabilités. Donc, la méthode que je vais vous présenter, elle répond à 4 objectifs. Donc, le premier, c'est de s'initier donc à la pensée systémique. Comme je disais, c'est pas du jour au lendemain qu'on passe de la pensée analytique à la pensée systémique. Il faut s'exercer, il faut du temps pour l'appréhender. Deuxième point, c'est que via la méthode, on va acquérir une posture de projection. Donc, on va vraiment dans cette posture où finalement, certes, on conçoit pour aujourd'hui, mais on va vraiment prendre conscience que ce qu'on conçoit aujourd'hui va avoir un impact au long terme. Le troisième point, c'est qu'on va acquérir une pensée critique par le mapping d'externalités qui sont positives et négatives. L'idée, en effet, c'est pas de voir le futur de manière noire. En effet, quand on conçoit un produit, un service, on a toujours des valeurs fortes, positives qui nous sont chères et voilà, il va falloir les mettre encore plus en avant et il va falloir atténuer les externalités négatives. Et enfin, le quatrième point, ça va permettre en fait d'intégrer un premier niveau dans une approche de conception responsable dans les produits ou services. Alors au niveau historique, cette méthode, elle a été développée donc sur 2 ans, donc c'est pas une période très longue en soi de développement, mais ça a permis notamment de la tester à plusieurs moments clés. Donc lors d'un workshop sur le design systémique, donc donné à l'espace de coworking Le 71 à Montreuil. Donc voilà, on était plusieurs participants à questionner cette matrice avec des cas d'usage. Et pareil donc pour un workshop donc donné à l'événement 360 possibles en collaboration avec UX Rennes en 2019. Donc évidemment, cette pratique plus d'exercice, elle a été aussi, on va dire, nourrie avec mes réflexions personnelles et mes lectures pour vous donner en fait une première version de cette méthode. Alors, un des points importants aussi dans cette méthode, c'est que je me suis concentrée sur la question des externalités. Donc, je vais expliquer un petit peu ce que j'entends par externalité. En soi, l'externalité, si on le résume, c'est en fait les conséquences. Et je trouve ça important aujourd'hui que quand on est dans la phase d'innovation, dans la phase de conception, on prenne aussi conscience de l'impact de nos choix, en fait. En tant que designer, mais pas que, analyste, ingénieur, etc., on fait des choix de conception qui influencent des usages, qui influencent, au-delà de l'utilisateur, les systèmes dans lesquels notre innovation évolue. Et donc, c'est important, en fait, de mesurer aussi et de se projeter sur l'impact que peut avoir ces choix que l'on fait à présent. Et donc, voilà, cette matrice, ça va permettre de venir, de manière assez humble, de venir mapper les potentielles externalités positives et négatives et d'être aussi dans une approche critique par rapport à notre travail. Alors, pour vous présenter la méthode, je vais y aller de manière crescendo, justement pour vous montrer les différents éléments qui la constituent et quels ont été les objectifs. Donc, la première lecture, c'est que finalement, dans cette matrice, on va trouver 5
segments qui représentent différents systèmes. Donc, le premier, c'est le système économique, le système environnemental, politique, social et comportemental. Donc ça, c'est apparu comme les systèmes les plus concernés en tant que, voilà, qui sont concernés dans toute innovation. Et on va venir en fait inscrire dans ces segments les externalités qui concernent les différents systèmes. Par la suite, j'ai rajouté donc une lecture, on va dire, temporelle. Donc, où on a trois cercles qui représentent différentes temporalités. Le premier cercle, c'est celui qui temporalise, voilà, demain, mon innovation, quelles vont être les externalités à court terme. Donc, on est plutôt sur voilà, demain. Deuxième lecture, deuxième cercle, c'est quelles vont être les externalités à plus 5 ans, imaginons. Et troisième cercle, quelles vont être les externalités à plus 10 ans. Donc ça, c'est une proposition qui peut être en fait adaptable en fonction du projet dans lequel on travaille, du secteur. On peut imaginer qu'on ait d'autres cercles potentiels si on veut se projeter encore plus loin. Donc voilà, donc là, on a la matrice, et on a un troisième élément, donc c'est des petites balises que vous voyez à droite, qui vont nous permettre, quand on va venir mapper nos externalités en fait sur la matrice, sur nos post-it, on va pouvoir mettre ces petites bornes en fait qui donnent une troisième lecture où finalement on peut se dire, je ne sais pas moi, un impact sur le système environnemental va toucher plus particulièrement une échelle individuelle ou plus particulièrement l'échelle locale ou globale. À savoir que c'est intéressant en fait aussi avec ce travail d'externalité de toujours se positionner dans la territorialité dans laquelle on conçoit en fait. Donc plutôt un territoire local ou plutôt un territoire global, donc ça dépend des projets. Donc voilà, donc là vous avez en fait la vue globale de cette matrice qui est plutôt simple en soi, hein, qui est plutôt simple, mais qui permet en tout cas d'avoir une première lecture des externalités. Donc maintenant, je vais plus passer à la mise en pratique pour vous donner aussi un cas d'usage et que vous puissiez vous projeter sur l'usage de cette matrice. Donc, pour commencer, déjà, comme je disais, donc, c'est un outil qui va participer donc, à la transition des pratiques actuelles, qui peut être un levier en fait, hein, d'apprentissage aussi voilà, pour tout un chacun. C'est un outil qui est adaptatif donc, au territoire, au secteur et à l'organisation. En effet, ça peut concerner ça peut nous concerner quand on est freelance, quand on est en agence, quand on est en entreprise, en lab, etc. C'est un outil qui est plutôt à visée collaborative, à savoir que ces matrices-là, il faut s'imaginer qu'on les imprime sur des A0, qu'on les colle au mur et qu'on prend 2 heures en équipe plutôt pluridisciplinaire à finalement voilà, mapper les externalités. Ça peut être aussi un outil qui peut être utilisé lors de phases de co-design avec des clients, voilà, puisque eux aussi, ils ont souvent connaissance de leur secteur, ils ont une connaissance fine de leur secteur, donc ils peuvent aussi être de bons interlocuteurs justement pour parler de la question des externalités. Ça peut être aussi un moyen de les sensibiliser à ces questions. Et puis, ça peut être aussi fait avec l'équipe projet et des experts externes, des experts qui, là aussi, ont une connaissance pointue sur un sujet. Par exemple, je ne sais pas, moi, les sciences comportementales, et ça fait sens avec notre projet. Ça peut être bien de les inviter parce qu'eux, ils ont une connaissance pointue. Ils ont la possibilité aussi de se projeter, en fait, au travers de leurs connaissances. Et enfin, donc, c'est un outil qui est évolutif et communautaire. Donc ça, j'y reviendrai par la fin, mais en effet, évolutif, en soi, la méthode n'est pas gravée dans le marbre. C'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que, comme je disais, la temporalité peut être adaptée. Peut-être que certains trouveront qu'il y a des systèmes qui sont manquants et qu'il faut en rajouter. Ça dépend aussi voilà, de votre vision, de votre lecture, de votre besoin dans le projet dans lequel vous travaillez. Alors, quand est-ce qu'on l'utilise, cette matrice ? On peut l'utiliser en fait à différents moments. Alors là, j'ai mappé les 4 grandes étapes qui nous concernent majoritairement dans le développement, dans la conception. Donc, à la phase de définition, donc quand on est par exemple dans une phase de recherche, on a les prémices de notre concept, mais voilà, on regarde ce qui se fait un petit peu ailleurs.
en analyse concurrentielle, en exemple, etc. Donc là, ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs et qu'est-ce qui ressort en externalité positive et négative. Et du coup, sur quoi déjà on peut être un peu plus conscient quand on va s'engager dans nos scénarios d'usage. Deuxième moment où on peut l'utiliser, c'est dans la phase de design. Donc là, on est vraiment dans la phase, on a notre concept, on est vraiment dans la phase de scénario d'usage. Et puis, on se dit, bon, en équipe, on va venir itérer sur ces premiers scénarios. On va venir les challenger via la matrice pour voir déjà comment les premiers choix qu'on a actés sur notre conception influencent des aspects positifs et plus négatifs. Et l'idée, justement, à cette étape-là, c'est d'avoir ce moment de prise de recul pour aussi venir, du coup, modifier nos scénarios, modifier notre concept pour qu'il y ait vraiment un impact durable et positif au long terme. Et enfin, ça peut aussi permettre de participer à la phase de learn. Donc, après le lancement de mon produit-service, je peux retourner voir le client et puis lui proposer, via des interviews et via une analyse du produit, étudier et mesurer l'impact au long terme. Donc, ça permet aussi d'avoir un retour terrain de comment le produit ou service est utilisé, comment il a évolué aussi, puisque comme je disais, en prospective, on ne peut pas avoir réponse à tout et ça évolue aussi avec les usages au quotidien. Donc, ça peut être un bon moment aussi pour faire une analyse tout simplement au long terme et pourquoi pas proposer par la suite de revenir à une phase de définition pour justement améliorer en continu le produit ou service qu'on a conçu. Voilà. Alors, l'étude de cas. Donc là, je vais prendre l'exemple qui a été mené lors de l'atelier donc à Rennes avec plusieurs participants où on avait travaillé ensemble sur la conception d'un service de trottinette en libre service. Et l'idée, c'était de proposer aux participants de se questionner sur les externalités d'un potentiel service de trottinette. Donc là, c'est vous montrer quelques exemples. Alors évidemment, les matrices sont petites, donc c'est un gros amas de post-it au milieu, mais il faudrait l'imaginer sur des formats beaucoup plus grands. Alors du coup, j'ai fait l'exercice aussi pour vous montrer. Donc, en termes d'usage, la première étape, c'est tout simplement, on va venir mettre au centre notre projet. Donc là, on est conception d'un service de trottinette en libre service. On imagine que potentiellement, on a de premiers scénarios d'usage qui ont été élaborés par l'équipe et on prend ce temps-là pour faire une analyse. La première étape qui est intéressante, c'est finalement de venir mapper les externalités positives. On va commencer par le positif, c'est toujours mieux. Donc, imaginons, là j'en ai mis 3 comme exemple. Dans la conception de ce service de trottinette, on peut imaginer que dans nos scénarios d'usage, on a fait en sorte que ça insuffle l'économie locale, que finalement cette mobilité douce permette à des petits commerçants, on découvre la ville autrement, on participe à promouvoir les petits commerçants. Donc, on peut situer ce premier post-it dans le cercle demain et plutôt dans le système économique. On peut aussi lui rajouter la petite balise échelle locale pour juste avoir la notion en plus. Deuxième externalité positive, on peut imaginer que notre scénario d'usage participe aussi à cette ambition de mobilité partagée. Donc, on n'est plus dans l'achat de trottinettes individuelles, mais on partage au plus grand nombre des trottinettes. Donc là, pareil, ça peut avoir un impact positif assez rapide, donc dès demain, et ça peut avoir un impact en fait qui concerne l'environnement, où finalement on est moins on est plus dans le partage, dans l'économie partage. Ça peut être aussi une externalité positive sur la réduction de la pollution atmosphérique. Pareil, là, on est plus sur une externalité qui concerne l'environnement, mais à une plus longue échelle. Donc là, je l'ai mis entre demain et dans 5 ans. Donc là, on a 3 potentielles vertus, en tout cas d'externalités souhaitables que l'on a mis en place dans le scénario et que l'on souhaite promouvoir. Concernant les externalités négatives, il faut faire le même exercice en fait.
voilà, faut vraiment se mettre en dehors de notre concept, sortir du concept et prendre du recul. Donc là, on peut imaginer que la conception de ce service peut, par exemple, avoir un impact plus ou moins négatif sur la qualité de vie dans l'espace public. En effet, comment ces trottinettes vont être stockées dans l'espace public, comment ça va vivre sur les trottoirs. Donc voilà, c'est une question et ça peut être négatif. Donc là, on peut le mettre dans le système comportemental avec la première lecture demain. Une deuxième externalité, ça concerne aussi finalement la question de l'emploi. Le service de trottinette, en tout cas ceux qu'on connaît aujourd'hui, fonctionne sur une certaine précarisation de l'emploi, avec notamment les personnes qui vont recharger les trottinettes. Donc ça peut être aussi un point quand même à considérer quand on construit un service, c'est comment finalement on propose plutôt une solution vertueuse aussi et qu'on n'est pas dans une précarisation en fait de certains emplois. Donc là, pareil, on va venir le marquer, donc plutôt dans le long terme avec dans 5 ans et dans le système social. Pareil, une externalité, ça peut être c'est comment en fait notre service va aussi interagir avec le service public en fait, avec tous les transports voilà, de bus, de vélos libres, etc. Comment nous on s'insère dans cette logique et comment aussi on participe à cette potentiellement on participe aussi à ces déplacements publics. Question. Également, tout ce qui est sur la notion d'environnement, c'est finalement, on peut se dire, en effet, un service de trottinette en partage, c'est intéressant, on est sur des batteries, etc. Mais comment, au long terme, ça va évoluer, en fait? Comment ça va être recyclé? Donc là, par exemple, on peut mettre aussi cette lecture, cette externalité sur le cercle de 5 à 10 ans, voilà, en ayant cette interrogation. Donc là, voilà, c'est de manière très résumée, mais c'est pour vous montrer un exemple. Donc, on se retrouve avec une matrice, donc avec plein de petits post-it qui sont à la fois avec externalités positives et négatives. Et l'idée, en fait, à la fin de cet exercice, c'est de revenir à notre concept, de revenir à nos scénarios et de se dire, bon, voilà, moi, dans mon concept, il me tient très à cœur de mettre en avant cette question d'économie locale. Comment je peux exacerber cet aspect-là dans ma conception, comment je peux la valoriser. Et au contraire, comment je peux atténuer, par exemple, cette problématique de qualité de vie et d'espace public. Comment je peux atténuer cette question de recyclage et d'impact environnemental. Et donc là, en fait, on va avoir une pensée à la fois en termes de design, mais aussi en termes de business model. J'ai notamment pas parlé aussi voilà, de la question de l'hypercroissance, en effet, qui peut être antinomique avec l'idée de durabilité, notamment dans le cadre de ces services. C'est comment, en fait, on va avoir une conception en termes d'usage qui est responsable, durable, mais aussi en termes de business model, parce que, évidemment, tout est lié. L'idée étant que, finalement, mon produit, mon service ait à terme le plus d'impact positif possible sur ces différents systèmes. Alors, cette méthode, en fait, c'est un moyen et c'est pas du tout une finalité. C'est un moyen puisque ça permet, avec un outil assez simple, voilà, de s'initier à un des volets de l'approche systémique. À savoir que l'approche systémique, ça ne se résume pas à la mesure d'externalité, on est d'accord. Mais voilà, c'est un premier pas qui permet voilà, de se plonger dans l'approche. Mais c'est aussi un premier pas qui permet aussi de nous questionner en tant que designer, en fait. De nous dire, ben voilà, chaque choix, chaque axe de conception, chaque usage que je développe au sein d'un service, d'un produit a un impact au court terme et au long terme. Et voilà. Et si on est dans une temporalité aujourd'hui, on a vraiment besoin de réfléchir au long terme, en fait. On n'est plus du tout dans des modèles court-termistes. C'est une première étape justement pour adresser un petit peu plus de responsabilité au travers du design. Alors cette méthode d'analyse d'externalité, elle va être disponible en Creative Commons donc début juin, notamment lors du lancement de la formation qu'on va proposer avec le laptop. Où voilà, l'idée c'est que chacun puisse aussi expérimenter et adapter cette méthodologie là où il se trouve. Donc,
voilà, en entreprise, en agence, en tant que freelance, et voilà, de pouvoir tester, itérer sur la méthode, la modifier. Chez Designer Ethic, on est notamment très attaché à cette culture de l'open design, tout comme on peut l'avoir chez les développeurs avec l'open source. Voilà, on croit en effet qu'il faut avoir cette culture un peu plus présente du partage et de l'innovation où chaque designer a la possibilité d'explorer voilà, de nouvelles méthodologies, de nouveaux outils et de les proposer à la communauté en fait, des designers. Et l'idée, en fait, c'est que cette méthode, elle est le fruit, évidemment, de feedback communautaire. En fait, chaque personne qui va utiliser aussi cette méthode sera invitée à donner des feedbacks d'usage pour l'améliorer en continu et pour qu'elle serve, en fait, au plus grand nombre. Donc voilà, donc un petit rappel en termes d'agenda, donc avec la formation, où là, à ce moment-là, on va toujours avoir l'approche théorique du design systémique, mais on va être beaucoup plus sur l'approche pratique, où on va pouvoir tester en fait avec les participants la matrice avec des sujets très identifiés. Donc ça vous permettra en fait de tester une première fois cette matrice et de pouvoir l'emporter avec vous et l'utiliser par la suite. Donc, ça a lieu le 2 juin à 18h30 et vous pouvez vous inscrire via Eventbrite. Voilà, et je vous remercie donc pour votre écoute. Et puis maintenant, on est ouvert donc aux questions en retour en direct ou même après. N'hésitez pas à nous contacter, les designers éthiques, si vous voulez échanger suite à cette présentation. Merci beaucoup, Mélie. Alors, il y a énormément de questions. Alors, bon courage, accrochez-vous. Alors, attendez, je vous remets bien. Alors, donc, Karl, est-ce que tu veux commencer à répondre à certaines questions que tu as eues dans le chat ou tu te les as bien réservées? Ouais, j'ai essayé de répondre le plus possible par écrit à ce que j'ai pu. Et j'ai gardé de côté celles qui semblaient, soit celles auxquelles j'étais pas capable de répondre, soit celles qui semblaient intéressantes à amener dans la discussion. Il y avait la première question que j'avais notée tout au début de la présentation, c'était celle de Yao qui demandait notamment s'il y avait des ponts entre tout ce qui était réflexion sur le design systémique et la permaculture. Alors j'avoue que c'est un sujet que je maîtrise pas tellement, donc je sais pas si toi, Amélie, tu avais creusé ça, mais j'avoue que je suis pas sûr qu'il y avait des ponts qui aient été faits. Alors, personnellement, je n'ai pas encore fait de pont avec, mais c'est vrai que c'est en effet une approche qui est aussi assez interrogée dans le design, cette question de la permaculture. Mais j'avoue, je ne pourrais pas donner un éclairage très poussé en fait, sur cette notion-là. Mais en effet, le design systémique, c'est à mettre en lien aussi avec, par exemple, le circular design. C'est aussi une des logiques. La circularité, comment on impacte durablement tous les systèmes, comment ça... Voilà. Tu rejoins parfaitement la deuxième question qui était justement en quoi est-ce que c'est différent du circular design? Oui. En fait, si, alors chaque approche a forcément ses spécificités. C'est juste que le point d'entrée... pour moi, est différent, c'est que le design systémique, c'est qu'on est plus sur l'approche de système. C'est comment une conception influence tous les systèmes et comment ça peut interagir de manière la plus positive possible. Et le circular design, c'est, comme son nom l'indique, c'est vraiment l'idée de circularité, justement avec notamment cette culture qui hérite du design produit avec Cradle to Cradle, où on réfléchissait notamment au recyclage des matériaux, etc., et qui maintenant est retranscrit de plus en plus dans la conception de services. Donc, en fait, c'est différentes approches, mais qui ont finalement un but ultime, c'est d'être plus durable, en fait, sur le long terme. Et alors, je ne sais pas si on doit continuer à prendre dans l'ordre chronologique ou peut-être qu'on peut essayer de rebondir plutôt sur des questions qui sont en train d'être posées. Il y a notamment Aude qui demande si le design ne devrait-il pas par nature être systémique. Alors, je ne sais pas si c'est une question qui est un petit peu provocatrice. Alors moi, la réponse que j'aurais envie de formuler, c'est que il y a quand même une justification à la mise en place de l'UX design au
départ et que quand on regarde souvent la tête des premiers logiciels qu'on avait dans les années 80-90, on comprend aussi pourquoi est-ce que l'UX design est apparu et toute la justification qu'il y a derrière. Après, effectivement, aujourd'hui, le design, la prise en compte des autres aspects qui ont été montrés par Mélie, par d'autres branches du design que l'UX, effectivement, apparaît totalement justifié. Et je ne sais pas si Mélie, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Enfin, c'est comme on dit, le design par essence est éthique. Bon, ça c'est toujours une question qu'on a. Ça dépend en effet. On va dire, ça émane souvent d'une réflexion personnelle aussi sur la pratique, et c'est pas forcément inné. Donc, je pense que c'est toujours bien de faire de reparler de ces sujets, même s'ils ont été abordés il y a des années et qu'on n'est pas les premiers à les questionner, loin de là. Notamment, si on regarde dans l'histoire, c'est les années 70 qui ressortent énormément sur ces questions-là, sur le design systémique, mais même sur la question de la responsabilité avec Victor Papanek. Donc voilà, en effet, c'est des questions un peu provocatrices, et je pense que dans tous les cas, c'est toujours intéressant de se poser, de revenir sur ces concepts qui peuvent paraître des fois innés, mais qui ne le sont pas en fait. Nicolas qui posait la question, et c'est vrai que c'est nouveau dans ton Canva, parce qu'on voit moins souvent, effectivement, on est assez habitué à voir l'aspect social, environnemental, économique, et là, ce qui est intéressant, c'est que tu rajoutes l'aspect comportemental et politique, donc qu'on peut entendre aussi, mais comportemental, c'est vraiment intéressant, justement pour nous, les UX, parce que du coup, on peut changer les comportements des gens, donc on peut aller très finement dans le... Oui. Ouais. Sur l'aspect comportemental, en effet, ça c'est une réflexion qui est plus héritée de l'étude de design de l'attention. Comme on a pu voir justement en UX que la conception de certains services digitaux ont vraiment un impact sur l'individu d'un point de vue comportemental, avec de nouvelles maladies comme Fear of Missing Out ou des choses comme ça. Et donc voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, l'impact psychologique comportemental est très fort en fait dans l'UX, mais en fait dans tout type d'innovation. En fait, on façonne en quelque sorte, on répand des usages, mais aussi on façonne des usages en fait. Et donc ça, c'est bien de se le rappeler aussi. Donc c'est vrai que j'avais rajouté cette notion dans la matrice parce que c'est très important d'avoir cette notion à l'esprit. Et l'aspect politique aussi, je l'ai rajouté parce que ça, c'est aussi toujours un gros débat dans la communauté du design. Mais en fait, le design, c'est toujours... ça participe, en fait, c'est comme un acte politique, en fait. On défend des valeurs, on participe au modèle existant. Enfin, voilà, on a vraiment une influence, en fait, via nos choix, en fait, via nos conceptions. Et voilà, c'est bien aussi de l'avoir en tête quand on est en phase de conception. Et en même temps, on voit à quel point tout est relié, et enfin, surtout là en ce moment. Oui. Et du coup, là, on le sent bien. Là, je pense qu'on prend bien conscience. Du coup, on se dit, il y a des questions, parce que j'ai pris des questions aussi sur Menti. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais nous, en tant que designer, est-ce qu'on peut vraiment y répondre? Parce qu'il y a une telle complexité. Alors oui, ça c'est vrai que l'approche du design systémique peut faire un petit peu peur au début parce qu'on se dit, oula, alors déjà, je dois concevoir pour les utilisateurs, déjà, c'est pas forcément facile. Et alors là, en plus, je vais devoir concevoir en ayant en tête tous les systèmes. Donc, comment je vais faire? Donc, en soi, il faut être humble et se dire qu'en effet, quand on se lance dans cette approche, on ne peut pas avoir réponse à tout. Et c'est pour ça aussi que je valorise l'approche aussi collaborative, c'est-à-dire que en effet, c'est bien de pouvoir discuter de notre concept et avec d'autres personnes qui ont aussi des compétences complémentaires, qui vont aussi avoir une lecture différente et qui vont aussi amener en fait un petit peu leur touche justement pour comprendre tous ces systèmes dans lesquels on va s'intégrer. Donc voilà. Après, c'est sûr qu'on n'aura pas quand on se projette dans ce type d'outil, on ne peut pas avoir réponse à tout, mais on aura déjà fait un travail
importants en fait, qu'on ne prend pas forcément le temps de faire aujourd'hui. Oui, du coup, après, c'est comment... Parce que souvent, le designer, effectivement, est lié au fait de pouvoir visualiser, voilà, enfin, en tout cas, faire comprendre, rendre intelligibles les idées et les problématiques. Donc, on peut tenter de faire ça, effectivement, mais après, est-ce qu'on peut vraiment y répondre? C'est ça qui est compliqué. Donc, c'est là, en l'occurrence, le fond du designer, le fond du métier, c'est vraiment la facilitation des échanges, mais effectivement, il y a trop de métiers en jeu et d'intérêt. Et donc, ça, c'est évidemment, ça reprend toutes les questions de ouais, mais comment on fait, quoi? Comment on fait vraiment dans une entreprise? Quel type d'entreprise aujourd'hui peut financer cette approche? Ben, je pense qu'en soi, c'est la volonté en fait aussi en termes de stratégie d'entreprise aussi. C'est sur quoi l'entreprise veut s'orienter, sur quelles pratiques en interne elle veut s'engager. Alors évidemment, comme je présentais, arriver à des processus, à une méthodologie de design systémique complète comme a pu le faire le collectif Naman et autres, évidemment, c'est pas du jour au lendemain qu'on va, on va pouvoir financer une mise en place de telles méthodologies en interne, mais il faut le faire de manière graduelle en fait. Il faut se dire, ben, on peut commencer déjà par pourquoi pas des ateliers où on va venir insérer des ateliers dans notre proposition d'accompagnement. Justement, on va consacrer des temps à la prise en compte d'externalités, à voilà, une première approche design systémique. Et puis, en fait, on y va de manière incrémentielle. On dit, ben là, dans l'équipe, on est bien aligné, on a testé cette approche. Aujourd'hui, on peut passer à une plus grande échelle. Et puis, on peut même explorer un nouvel angle de l'approche systémique dans notre méthodologie. Et donc, voilà, on commence petit à petit. Et puis après, en fait, ça grandit. Et ça se fait de manière douce, quoi. Et du coup, là, je vais rebondir sur une question qu'a posée Mathias. Donc, ça peut être un petit peu lisse. Est-ce que vous avez exploré l'association de la matrice des externalités avec les objectifs de développement durable de l'ONU? Ah, non, j'ai pas exploré. J'ai pas exploré, non. Mais en effet, ouais, ça peut être intéressant de croiser en fait ce qui est fait ouais, via l'ONU. Karl, j'ai pris la main, mais tu peux y aller. Ouais. Je regarde quel thème on n'a absolument pas abordé, qu'on aurait oublié dans la liste des questions. Alors. Parce qu'effectivement, ce qui revient pas mal, c'était aussi ce que disait Jocelyn sur la stratégie à adopter pour proposer cette méthodologie à ses clients et comment faire en sorte que justement ces clients soient ouverts à ce type de méthode. Ça, je pense que l'argument majeur aujourd'hui, c'est voilà, avec le contexte dans lequel on est, le coronavirus, le changement climatique, etc. Bon, je pense que, et je l'espère, il y a une prise de conscience aussi qui va s'opérer à l'échelle individuelle et plus largement après à l'échelle collective. Donc, je pense que déjà, il y a le contexte qui fait que quand on va commencer à parler de questions de responsabilité, de mesurer l'externalité au long terme et d'être plus pas forcément sur une approche court-termiste, je pense que ça peut déjà attiser la curiosité des clients. Et puis après, si en effet ces clients sont... Enfin, je pense qu'il faut commencer déjà tout simplement par discuter du sujet avec eux et de dire que c'est un point qui vous tient à cœur en fait dans votre approche en tant que designer, que vous souhaitez développer et que voilà, vous souhaitez lui proposer pourquoi pas des premiers formats d'exploration en atelier, l'inviter à ces sessions, lui faire tester l'approche et puis peut-être qu'il sera complètement convaincu et que ça pourra aussi le convertir en fait pour de prochains projets. Ce que justement on fera dans l'atelier, c'est cette idée-là, c'est qu'on va prendre une problématique et on va adapter nos méthodes de design sur ce sujet-là
et évidemment en utilisant le Canva. Donc, en fait, là, vu qu'on a fait cette première conférence, on ira plus vite sur l'atelier. Et du coup, ça nous permettra de voir, en fait, en assez peu de temps, en 1h30, 2 heures, quelle discussion ça peut générer avec un client. Et du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses évidemment, on ne pourra pas tout traiter dans un atelier, enfin, même globalement, même si vous preniez une journée avec votre client. Mais disons que c'est juste déjà prendre conscience de ces dimensions et de se dire qu'est-ce qu'on sait sur ces dimensions et qu'est-ce qu'on peut aller rechercher comme information, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui, quelle personne il nous manque aussi dans le groupe pour réfléchir à ça. Donc tout ça va prendre du temps, en fait, je pense, parce que ça change vraiment nos méthodes de travail. Mais pour les gens qui ont expérimenté toutes ces méthodes-là, est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir peut-être avec leurs clients? Par exemple, je sais qu'il y a Patrick qui doit être ici. Peut-être je sais que tu as... Oui. Vas-y. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, effectivement, nous, je suis le cofondateur d'une agence qui s'appelle Aigo et je m'intéresse au sujet du design systémique depuis un petit moment maintenant. Et alors, en fait, pour l'implémentation avec des clients, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est principalement un outil de visualisation et d'anticipation des externalités. Donc, ce n'est pas la question qui était de dire est-ce que si on en arrive à conclure que le produit ou le service qu'on est en train de créer va avoir tellement d'externalités négatives que finalement on ne devrait pas le faire. Cette question-là, alors ça peut arriver, clairement. Le problème généralement devrait s'être posé avant. Et en soi, alors nous, on n'a jamais eu à faire, on l'a testé avec différents clients, on a testé une somme d'outils moins complexes que celui-là, ou même celui qui a été développé par Naman, que je trouve moi très très difficile à appréhender avec des clients, et parce que pas assez de temps, parce que pluridimensionnel, donc c'est difficile d'absorber autant d'informations et de se poser autant de questions dans des laps de temps qui sont généralement courts avec des clients. Donc nous, on l'a saucissonné et en fait on le met en scène au travers de petits scénarios et on vient en fait cadrer les grandes thématiques qui sont, alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur la thématique de la politique, est-ce qu'elle est ou non nécessaire et applicable à tous les projets. Je pense que ces dimensions-là, si on veut toutes les traiter et être exhaustif, déjà c'est impossible en réalité. Et je vais vous donner un exemple, on l'a fait on l'a testé avec la RATP entre autres, et qui, du coup, sur des problématiques d'information voyageurs, la question se posait de savoir à quel moment on donne l'information et à quel moment on fait preuve de transparence, en sachant qu'une des externalités négatives, c'est de potentiellement entraîner un mouvement de foule sur un quai de RER ou un repli sur des systèmes autres que des transports en commun, donc taxi, et qui vont avoir une somme d'externalités négatives qui peuvent être anticipées. Et donc, dans ce contexte-là, nous, ce qu'on a fait, c'est d'établir des scénarios avec des formats sur un format d'exercice de créativité relativement encadré et relativement classique et balisé pour eux. Et on leur a mis en fait ces thématiques d'externalité et de mesure de l'impact de leurs actions et des choix de conception, en disant si imaginons telle situation dont on sait qu'elle va entraîner mouvement de grève ou train arrêté ou autre, on doit informer un certain nombre de personnes de ce contexte, de l'évolution de ce contexte-là. Maintenant qu'on connaît le point de départ, on vous donne des contraintes de créativité, donc qui reprennent bon an mal an les dimensions de la matrice que Mélie a présentée, et on les transforme de manière très pragmatique pour qu'ils réussissent à rester dans le concret. Nous, ce qu'on a vu, c'est que l'abstraction de la matrice est un peu rebutante pour beaucoup de clients qui ne sont pas matures sur ce genre de réflexion. Et donc, on l'a saucissonné en plus petits outils
et qui après, alors recompiler, ça permettrait, ça c'est un exercice qu'on fait nous en interne plutôt, c'est de recompiler en fait cette somme d'informations et de le remettre dans une matrice plus large et qui permettent de visualiser les externalités positives et négatives, mais qui sont, si on prend des problèmes réellement complexes, mais la conception d'une application mobile par exemple, les externalités, elles sont énormes à calculer. Si on s'intéresse au calcul de la consommation, de la bande passante, ne serait-ce que de savoir si les terminaux mobiles qui vont être utilisés, c'est sans fin en réalité. Donc, à mon sens, le plus simple pour l'expérimenter avec des clients, c'est de saucissonner et de faire des exercices très concrets qui commencent à aborder ces thématiques et qui les mettent dans cette réflexion-là. Et quitte à, très tôt dans la conception, leur dire peut-être que, effectivement, en prenant cet angle-là, si on se rend compte que c'est très néfaste en termes finalement d'externalité. Alors, je prends souvent l'exemple c'est ce que j'ai mis dans les commentaires pour dissocier le design circulaire du design systémique. L'exemple que généralement on prend, c'est le Alexa ou la Google Home, où au final, on s'habitue à donner des ordres à une machine, et cette machine a une voix féminine. Si on doit mesurer cette externalité-là, en réalité, ça va être, c'est super intéressant. Et cette question, idéalement, il faudrait se la poser dans la conception. Maintenant, c'est pas, chacune de nos actions a des externalités. Donc, il faut choisir ses combats et encore plus avec nos clients, si vous en avez, et essayer d'anticiper en réalité, du coup, ce qui semble être les sujets principaux de dérive ou d'externalités négatives. C'est intéressant. Merci Patrick. La grande réponse, c'est bien. Tu veux réagir, Mélie ou Karl? Non, je pense qu'en effet, ça peut être, comme disait Patrick, en fait, ça peut être un peu brutal aussi quand en effet tu mets le client devant ce genre de matrice. Et c'est toujours bien en effet de tangibiliser en fait les externalités via des scénarios d'usage, en fait, et rapidement passer à quelque chose de concret. Mais bon, voilà, ça dépend en fait de la maturité des clients en fait. Et du coup, il y a une question qui est intéressante justement sur comment concrétiser ça. C'est comment avoir une approche plus systémique sur l'analyse terrain. Comment en enquête ou observation on peut travailler sur avoir cette vision systémique. C'est une question de Anna, reposée par Méline. Alors, du coup, parce que je lisais en même temps, excuse-moi Pauline. Donc, c'est la question qui est dans le chat là. Donc, comment avoir une approche plus systémique sur l'analyse terrain quand tu es au tout début? Alors, c'est vrai que c'est pas une question facile. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Alors, sur la phase terrain, la phase terrain, ce qui peut être intéressant et de s'orienter sur cette approche systémique, c'est justement d'avoir alors une phase d'interview utilisateur déjà assez plurielle, c'est-à-dire que je sais pas, moi, imaginons, on doit concevoir, je reste sur le même exemple, le service de trottinette, voilà, ça devrait être bien d'aller discuter, en fait, pas forcément qu'avec le commanditaire et les utilisateurs, mais aussi avec, je sais pas, moi, la mairie de Paris. En fait, discuter avec des gens qui sont pas de manière directe, en premier lieu concernés, mais qui vont l'être, en fait, à un moment donné, pour justement avoir la compréhension un peu plus globale, poser des questions aussi ciblées auprès de ces personnes-là, pour enrichir aussi cette vision globale qu'on doit avoir dans la conception. Ça peut être une des démarches à faire. Yes. Après, j'avoue, je ne vais pas creuser sur le point de la recherche terrain de manière très approfondie. Je crois que ces modèles, c'est un petit peu comme les proto-personas, c'est qu'on modélise au début les problématiques et après ça va nous permettre d'aller rechercher au bon endroit, peut-être. Mais... Oui, c'est ça. Yes, c'est compliqué.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Il y a plein de questions, on ne s'en sort pas, Carl. Il y a la question de Clémence sur comment avoir cette réflexion sur des fonctionnalités précises, par exemple une app avec le scroll infini, donc impact sur le système comportemental. Comment avoir des réponses précises? Non, comment avoir cette réflexion sur des questions précises, sur des fonctionnalités précises, pardon. Ça dépend si tu utilises à quel moment tu utilises aussi cette matrice et comment tu découpes tes réflexions. Imaginons, si on est dans le cadre de la fonctionnalité de scrolling infini, imaginons c'est des choix que vous allez faire à la phase de développement, vraiment de production. Ça peut être bien, avant de le lancer sur le marché, de faire peut-être pendant les tests utilisateurs une analyse sur cette fonctionnalité en particulier et voir ce que ça peut générer en termes d'externalité, de point de vue de l'équipe projet, mais de point de vue aussi de l'utilisateur. Donc, ça dépend en fait à quel moment dans le processus créatif tu vas l'utiliser et comment tu peux en effet cibler sur une fonctionnalité très précise, comme sur le scénario d'usage du concept, comme sur le concept en amont dans la phase de recherche. En fait, tu as plusieurs lectures potentielles. Ok. Je continue à regarder. Est-ce qu'il vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la parole? Alex, le temps qu'on check tout. Qui dit que on veut vraiment pas parler de capitalisme dans cette histoire, ça semble un peu être l'éléphant dans la pièce. J'avoue que pour ma part, ça me paraît pas être une évidence, ou en tout cas pas forcément plus que sur les questions de design persuasif ou ce genre de choses. Effectivement, c'est un aspect qui est fondamental et repenser le business, le modèle économique d'un service, c'est tout aussi important que de s'intéresser au développement même du service. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est fondamental. Après, ça ne me paraît pas être l'éléphant dans la pièce pour ma part. Du coup, je me permets d'intervenir à vive voix. Vas-y. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, ça me semble plutôt même évident que ce genre d'analyse systémique sur un produit ou un service pourrait même avoir des résultats entre guillemets menaçants pour le projet sur lequel on effectue l'analyse. C'est-à-dire, je pense que toute personne ayant travaillé sur la conception de n'importe quel produit, sans forcément faire une analyse empirique et concrète, on est tous conscients en fait des impacts que ça pourrait avoir au-delà du périmètre du produit, sans forcément agir dessus. Et maintenant, en faisant cet exercice dans un cadre de projet, en fait, non seulement on légitimise ces réflexions, on leur donne quand même un poids qu'ils méritent, on est d'accord là-dessus, mais une fois que ça a été matérialisé, ça peut poser des problèmes aux intérêts commerciaux d'un commanditaire. Donc moi, la réflexion, je fais vraiment l'avocat du diable. Je me mets à la place d'un client qui dit, mais pourquoi devrais-je dédier des ressources à cet exercice pour avoir un résultat qui pourrait mettre en cause les objectifs commerciaux de mon projet. Et donc, je réponds en partie à ma propre question, qui est, en fait, personne ne va financer ça. Et donc, en fait, c'est fondamentalement contrarié à la conception de l'économie capitaliste, en fait. J'ai vraiment du mal à concilier les deux. D'où ma question. Alors, en effet, c'est bien d'être l'avocat du diable. Donc, moi, ça dépend en fait comment on se place. En effet, tu peux avoir des externalités qui... Non. Ça dépend en fait dans quelle démarche le client et l'entreprise se positionnent aussi. Voilà, est-ce qu'on veut au sein de l'entreprise avoir le minimum d'impact possible et puis proposer du coup des services, des produits qui ont du sens, et du coup, on va favoriser aussi des business models qui sont plus durables
voilà, plus durables, qui sont moins dans l'extrait de ressources, etc., moins dans l'économie de l'attention si on est par exemple sur les produits digitaux, etc. Donc ça, c'est des partis pris en fait. Mais c'est sûr que si tu arrives avec cet outil dans un contexte complètement capitaliste où en fait ces questions de responsabilité sont complètement incongrues, c'est sûr que ça n'a pas de bien reçu. Donc bon, c'est... En fait, oui, tu auras soit des gens qui vont pas du tout favoriser l'émergence de ces questions et qui vont freiner ce genre de réflexion. Et puis, il y en a d'autres, justement, qui vont dire, il y a quand même de l'intérêt à se lancer sur ces réflexions pour, justement, pivoter un peu sur les business models voilà, et concevoir pour demain. Donc, après, je dis pas, il faut pas être complètement idéaliste. Hein, je suis pas idéaliste, mais en fait, si personne ne fait rien, rien ne changera non plus, tu vois. Tout à fait. D'ailleurs, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai posé une deuxième question suite à celle-ci. C'était, est-ce qu'on ne peut pas plutôt... Enfin, moi, c'est un peu le scénario que j'envisage. Étant donné le conflit un peu inhérent dans ce qu'on vient de décrire, est-ce qu'une solution plus logique ne serait pas de mettre en place des dispositifs politiquement imposés aux entreprises, tels qu'on fait, enfin, dans la conception, en fait, c'est un peu étrange parce que je sens que dans les métiers, notamment du digital, on possède des libertés qu'on n'accorde pas à d'autres métiers. J'explicite ce que je veux dire. Pour mettre dans le marché n'importe quel produit, aujourd'hui, surtout les produits alimentaires par exemple, il y a tout un tas de tests de sécurité alimentaire, de tests chimiques, tout un process de validation imposé par des instances politiques et des règles qu'il faut respecter avant qu'un produit puisse rentrer dans le marché. Aussi au niveau de sécurité et au niveau de santé. Pourtant, dans la mise en place des produits, par exemple, digitaux, mais ça vaut en fait pour n'importe quel produit numérique, on n'a pas du tout ce genre de contraintes. Oui. On n'a aucune règle à respecter, il n'y a rien qui est imposé. Vraiment, les designers, moi je trouve ça plutôt absurde. On a vraiment une carte blanche, même trop de carte blanche. Et je me dis, en fait, peut-être qu'une partie de cette réponse se trouverait dans des actions politiques. Il faut que même nous, en tant que designers, à un moment donné, on pousse le gouvernement, je ne sais pas qui est l'intermédiaire, de mettre en place ce genre d'exigence. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça a du sens. J'aimerais intervenir là-dessus, si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet des entreprises à mission et je pense que dans le contexte des entreprises à mission et de certains travaux de recherche, il y a une réponse à ces questions. Pour moi, l'enjeu systémique, il doit être à une échelle systémique. Et à une échelle systémique, on ne peut pas demander à une entreprise de résoudre des problèmes qui ne sont pas de son seul ressort. Donc, il y a des modèles qui s'appellent Integrated Value. Dans le modèle Integrated Value, on parle de collaboration entre la société civile, éventuellement les ONG, le gouvernement et l'entreprise, de sorte qu'il y ait une codéfinition, voire une gouvernance partagée, et qu'il y ait une valeur partagée. Si l'entreprise, elle seule, j'ai entendu tout à l'heure que l'entreprise ne va pas utiliser l'échelle systémique contre ses propres intérêts, c'est une évidence en fait. C'est une évidence. Le problème, c'est que il faut le prendre autrement et le cadre de la loi Pacte pousse dans cette direction. Donc aujourd'hui, dans la loi Pacte, les entreprises sont un peu dans une logique de héros solitaire et on va sauver la planète, on va faire une action solitaire. C'est souvent du greenwashing, il y a quelques bonnes intentions sincères, mais on observe que les entreprises qui sont celles qui rentrent à un niveau supérieur, qui sont des logiques de coalition, voire à un niveau supérieur encore, qui sont celles de codétermination entre la société civile, les gouvernements et l'entreprise, ont des échelles systémiques
dans les impacts. Si on parle d'échelle systémique au niveau du projet pour faire un peu mieux que ce qu'on faisait avant, ça me paraît pas absurde, mais presque mal approprié, en tout cas pour l'impact que vous annoncez. En revanche, il y a dans toutes les formations qu'on voit émerger, moi je suis en ce moment celle de Cambridge, sur le Sustainability Leadership, le seul mot d'ordre, c'est la collaboration entre des entités qui ont des intérêts divergents. Et c'est exactement l'esprit de la loi Pacte, en fait. Et c'est l'esprit de Bicorp. Et c'est seulement à ces échelles-là qu'on peut avoir un enjeu systémique où il va y avoir des arbitrages contradictoires. Parce que quand on parle d'éthique, en fait, il n'y a pas d'éthique universelle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a une culture. J'ai des diagrammes, moi, sur les sujets éthiques dans la santé, par exemple. Quand on va dire frugal contre high-tech, à un moment donné, une entreprise va devoir se positionner. Et dans le seul sujet de la santé, on peut avoir 4 à 6 polarités. Il faut trancher. Il n'y a pas de bonne éthique en soi. Et c'est quand même un sujet qui, dès lors, ne s'arbitre qu'en mettant les acteurs autour de la place. Et c'est là où, à mon sens, dans le cadre des entreprises, celles qui sont vraiment en transition, basculent de la, pardon pour le jargon, mais la shareholder value, la valeur capitalistique, à la stakeholder value, c'est-à-dire on est dans une logique où on embarque les parties prenantes dans la co-conception. Et j'en terminerai juste avec cette remarque que quand c'est bien fait, et dans le numérique en particulier, ça oblige à une gouvernance partagée. C'est l'espace du méta-design, il y a beaucoup de théories là-dessus, notamment d'Enzo Manzini, et ça a démarré à Polytechnique de Milan beaucoup. Et c'est un sujet qu'on doit couvrir parce que le designer n'est pas le garant d'une bonne éthique, c'est faux. Il peut avoir une bonne intention, mais il n'est pas l'arbitre du bon goût en la matière. Il doit être celui qui facilite le bon débat. Et les bons arbitrages, en revanche, ce serait une erreur majeure de se croire, parce qu'on pense être éthique, qu'on est, en dernier recours, celui qui arbitraire. Et à la question des limites numériques, c'est faux. Il y a le RGPD qui, en Europe, quand il est bien appliqué, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, impose des contraintes sévères, en fait. Merci. Merci Rémi. Merci beaucoup Rémi. Est-ce qu'il y a d'autres retours, genre Nicolas? Je sais que tu as plein de choses à dire. Sylvie, Rosine, qu'est-ce qu'il veut? Colline. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? C'est très intéressant tout ça. Et c'est bien parce qu'on est au début de la réflexion, donc vraiment toutes les approches et les expériences sont vraiment bienvenues. Ce que je vois dans les questions, c'est un petit peu notre impuissance. Enfin, c'est-à-dire que c'est un petit peu cette problématique, effectivement, et le capitalisme étant tellement grand, effectivement, c'est une vraie problématique. C'est que nous, petits UX designers, voilà, qu'est-ce qu'on peut, voilà, effectivement, on peut aider les entreprises à prendre conscience de leurs externalités. Mais dans le flux de la production, dans le flux quotidien, il y a assez peu d'entreprises qui ont cette possibilité, ce luxe, cette conscience. Donc comment, voilà, peut-être les personnes qui traitent de ces sujets, qui ont des clients qui s'intéressent à ça, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on peut y aller, quoi? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup c'est possible, c'est pas un doux rêve de designer idéaliste. Oui, oui. Après, c'est sûr que je suis d'accord qu'en effet, le designer, il ne peut pas avoir la réponse à tout et être le seul à se battre envers et contre tous. C'est quand même une image complètement, qui est complètement aberrante. Et c'est pas du tout sur ce créneau-là que je me positionne. Mais je pense que le problème, c'est que si on attend que d'autres entités, d'autres métiers se positionnent, prennent conscience, en fait, les modèles vont changer, mais de manière très lente, et puis on va toujours... ça dépend après comment on veut explorer aussi
si on ramène cette question de responsabilité via le filtre du design, c'est comment, voilà, nous, en tant que designer, dans notre pratique, on veut aussi se positionner, à quoi on veut contribuer pour demain et quelle méthode peut nous aider aussi justement à mettre en avant les valeurs que l'on porte et qui contribuent en fait à une prise de conscience générale et collective. C'est pas de travailler envers et contre tous, c'est juste de peut-être justement être un peu un premier élément de la chaîne qui va permettre de théoriser, mettre en pratique des premiers éléments, et puis après, ça passera à une échelle beaucoup plus importante, etc. Mais bon, après, ça, c'est mon parti pris, c'est mon parti pris à moi, mais peut-être qu'il y a d'autres designers qui le font d'une autre manière. Oui, je suis d'accord. Oui, vas-y Patrick, justement. J'ai un petit, un bout d'avis, à défaut d'avoir une réponse à toutes ces questions. Malheureusement, on vit dans un système qui aussi nous fait manger. On a besoin de clients tous autant qu'on est pour ceux qui ont une activité de prestation de service. Pour moi, le rôle du designer, à défaut d'être systématiquement éthique, parce qu'en réalité, l'éthique, bon, déjà, elle se définit à l'aune de ses principes personnels, donc c'est quelque chose qui est évidemment très, très spécifique et personnel. Et pour moi, dans ce contexte-là, quand on parle de la conception, si on prend l'exemple de la conception d'une application mobile ou d'un outil digital, c'est déjà d'informer et de rendre visible les dérives et les externalités négatives. Il y a beaucoup de clients qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire de recueillir des données, de mettre en place des cookies, de développer des dark patterns. Et ce n'est pas systématiquement pour de mauvaises raisons qu'ils le font, c'est aussi par manque de compréhension des enjeux qui sont derrière. Donc il y a déjà un effort de pédagogie très, très, très important à faire avec des clients, quels qu'ils soient, que ce soit clients privés ou non. Et à mon sens, c'est la première étape. Après, systématiquement proposer ce qu'on considère en tant que designer être la meilleure solution ou la moins pire des solutions dans un contexte donné, c'est aussi déjà amener sa pierre à l'édifice. Après, j'ai envie de dire, ça passe ou ça passe pas. Et libre à chacun en son âme et conscience de refuser de faire un certain nombre de choses ou d'accepter une certaine forme de compromission. Et la guerre sera très, très longue. Et il y a beaucoup, beaucoup de petites batailles à gagner dans l'entre-deux. Et à mon sens, l'un des objectifs du design systémique, c'est de faciliter et de permettre la visualisation des externalités négatives. Et une fois, quand on a compris ça, déjà, on se sent dépositaire de cette visualisation, mais pas omniscient et être en capacité de changer le monde. Sinon, c'est trop gros. Et je terminerai sur juste une citation d'un ami à moi qui me dit « Le meilleur moyen de planter un projet, c'est de le faire grossir ». Le problème du design systémique, c'est qu'on verra toujours un problème plus gros, un problème à côté, il y aura toujours d'autres problèmes à résoudre, donc à la fin, on ne fera rien. Or, si on veut avancer et participer à la construction d'un monde plus résilient et toutes les problématiques qui vont être liées à l'écologie et autres, il faut se retrousser les manches et commencer par une somme de petites actions et à minima faire preuve de pédagogie avec les personnes qui, elles, ont peut-être plus de poids pour décider ou influer sur les systèmes dans lesquels on vit. Tout à fait. Parfait. Là, c'est bien, tu as enregistré. Il faut qu'on sorte les quotes, là. Après, c'était magnifique. C'était très bien. Effectivement, petit à petit, ouais, c'est un petit peu c'est notre guerre du quotidien. Et effectivement, ces 10 dernières années, on a déjà beaucoup travaillé, mais là, il faut vraiment travailler sur la plus grande globalité. Alors, attendez, je parle en même temps, je vous lis, alors je dis des choses un peu bizarres. Donc, Rosine, c'est passionnant, mais je ne suis pas du tout experte. Ok, excuse-moi. Est-ce que vous avez d'autres sujets, remarques? C'est un gros sujet. C'est notre projet. Et ouais. Oui, c'est notre projet, j'ai vu ça. Et oui, c'est notre projet. Bon, on va essayer, quoi. Hein. Donc, du coup,
ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même plusieurs agences aujourd'hui qui travaillent sur le sujet. Donc, voilà, les designers essaient de trouver des outils. Donc, ça avance. Hein. On est vraiment au tout début de la réflexion. Donc, effectivement, comme tu disais, Patrick, ça permet de visualiser les externalités négatives et d'être dépositaire de cette vision, de se dire, bah voilà, maintenant que je le vois, je peux pas le nier, quoi, je peux pas l'ignorer. Et avec ça, effectivement, c'est cet effort de conviction qu'on aura de plus en plus parce qu'on est censé être honnête avec nous-mêmes. Donc, si on est capable de produire et de visualiser toutes ces choses-là, on pourra effectivement se dire, bon, bah, je vais me battre pour cette vision-là. Et effectivement, ça va prendre du temps. Et je réagis par rapport à ce qu'avait dit Alex tout à l'heure. Effectivement, tant qu'on est dans ce système capitaliste, les intérêts collectifs sont quand même pas au goût du jour. Mais voilà, il y a jamais eu de changement réalisé comme ça en un claquement de doigts. Donc il faut vraiment prendre conscience, en fait. C'est simplement ça. Hein. Toute cette réflexion, c'est de la prise de conscience petit à petit et de la coordonner, et de coordonner tous les acteurs. Ce que tu disais, Rémi, avec l'integrated value, là, ça m'intéresse. Ça serait bien que vous nous partagiez des petits liens qu'on pourrait partager aussi sur le Meetup et le Eventbrite, etc., pour qu'on reste dans cette réflexion. L'atelier qu'on fera le 2 juin aussi sera un moment où on va poser aussi toutes ces choses-là et on va les travailler ensemble. Voilà, alors j'ai fait tout. Est-ce que vous avez d'autres retours, des questions, des remarques? Il est 18h40, on peut aussi... oui, moi j'en aurais une, oui. Éventuellement. Vas-y. On entend vraiment ça. Donc voilà, en fait, je voudrais savoir si quand on crée un service, on peut vraiment répondre à toutes les composantes. Par exemple, si je crée un site web, tout ce qui est politique, j'ai du mal à voir en fait tout ce qui est écologique, je vois, social, environnemental, mais politique, parfois j'ai du mal à faire la corrélation entre certains services et certaines composantes. Donc, est-ce qu'il faut y répondre au maximum ou est-ce que vraiment il faut essayer vraiment de justifier chaque composante? Je ne sais pas si je suis très claire. C'est par exemple, en fait, par exemple, la composante politique, c'est ça, tu disais? Oui. Comment, en fait, tu peux la prendre en compte dans les externalités? En effet, en fait, ça dépend. C'est inhérent en fait aussi au projet sur lequel tu vas travailler. Et après, la lecture que tu as voilà, de l'actualité aussi, etc. Donc, il y a sur des projets, on va dire que tu peux faire des liens plus évidents avec d'autres moins. Je pense qu'en fait, en tout cas, le système politique, moi, je l'ai mis dans la matrice parce que ça porte débat, justement. Et ça nous permet de se dire, bien, oui, en fait, je participe à ce modèle de société. Est-ce qu'au contraire, je ne voudrais pas favoriser, moi, je ne sais pas, un modèle, comme on disait, plus résilient? Et du coup, comment... En fait, ça va te permettre de te poser la question simplement et tu vas potentiellement pouvoir t'intéresser à qu'est-ce qui se cache derrière des modèles politiques, je ne sais pas, plus résilients, etc. Et du coup, pourquoi pas aussi insuffler une partie de cette vision, en fait, dans ton projet. C'est ça. Oui, là, ça aurait carrément un impact, plus une vision à la limite militante, quoi. Oui, il y a un côté un peu militant. Oui, il y a un côté militant. Enfin bon, après, il y a militant et militant. Il ne faut pas être... moi, je me mets pas dans la posture, tu vois, militant seul, envers et contre tous. Mais je pense que c'est quand même bien, à un moment donné, de poser les choses et de se dire voilà, qu'on contribue à un modèle global de société, donc pour le coup, aujourd'hui, qui est capitaliste, qui a eu des bons effets comme des mauvais effets. Voilà, on ne peut pas tout noircir non plus. Mais voilà, est-ce que demain, ce modèle est le plus vertueux à suivre? C'est une question ouverte. Et si oui, ben, voilà. Sinon, ben, vers quoi on tend et comment on peut insuffler une transition, un changement de modèle de manière
voilà, au travers de notre métier de designer. Évidemment, il y a plein d'autres métiers qui sont concernés par cette question et on n'a pas la réponse à tout, mais comment nous, en tant que designer, on peut participer à la vision du monde que l'on souhaite voir. Une vision éthique, quoi. Une proposition de vision éthique. J'ai une question sur ce point. J'ai étudié un peu le sujet de la redistribution de la valeur. Il y a quelques banquiers d'affaires qui travaillent sur ce sujet, notamment The New Code, qui est une entreprise, c'est un Français qui vit à Londres, qui arrive à démontrer qu'il ne s'agit pas d'opposer capitalisme à la notion de partage, en fait. Je trouverais curieux qu'on joue cette dichotomie entre un noir et un blanc, quand d'abord il y a des modèles d'entreprise, il y a une demi-douzaine de modèles de statut d'entreprise, si on prend juste le sujet de l'entreprise. Et la question du capital, il ne s'agit pas, à mon sens, de dire le capital c'est mal, mais la question c'est comment il se répartit ou comment il circule. Et là, il y a des modèles qui existent. The New Code est un excellent modèle aujourd'hui. Il y a des cas qui ont été développés. Je crois, il faut aller voir sur leur site, mais je crois qu'ils parlent de Leroy Merlin. Enfin, ils ont des applications extrêmement concrètes de redistribution de la valeur créée par l'entreprise. Il y a des choses, j'insiste sur ce point parce que il y a un spectre large, c'est évident dans les perspectives du rapport au capital, mais dire le capital c'est mal, ça me paraît un peu court. Oui. Mais je n'ai pas dit que le capital est mal, j'ai juste dit qu'aujourd'hui, on a plusieurs lectures potentielles et que il y a un côté positif, il y a des externalités qui sont aussi négatives. Si on considère la culture du capital, notamment avec la consommation de ressources excessives, etc., qui engendre aussi voilà, des problématiques à l'échelle plus globale terrestre de changement climatique et autres. Donc voilà, mais c'est pas de dire c'est tout noir ou c'est tout blanc. Mais en effet, c'est comme vous le dites, de réfléchir à des modèles alternatifs. Et c'est très intéressant cette référence de New Code. Je ne connaissais pas et j'irai voir. Par contre, je ne trouve pas le lien là. Je trouve pas. Je vais le retrouver. Ouais, je veux bien. Parce que donc, quand je tape, il n'y a pas du tout ce dont tu parles. Ah, merci. Merci, Nicolas. Ok. Donc, conseil. Très bien, merci. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Oui, très bien. Une petite question pour rebondir là-dessus, c'est à quel point on remonte les externalités. Enfin, je veux dire par là, quand on design un produit ou un service numérique, purement numérique, à quel point on se dit, ben, finalement, on participe à entretenir un réseau, entretenir des réseaux 4G, des téléphones, on construit des téléphones mobiles et on fait, etc., 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 etc. À quel point on peut aller jusqu'au bout, en fait, finalement jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'à l'extraction de minerais, etc., enfin, les minerais de guerre, enfin, je veux dire, on peut aller très loin dans la chaîne. Et à quel moment on décide de couper un peu, de délimiter le système finalement, de couper le cordon de qu'est-ce qu'on prend en compte dans notre réflexion ou pas. Et finalement, en fait, est-ce que déjà cette première phase de délimitation, c'est déjà un choix en tant que tel, et est-ce qu'il faut presque déjà le revendiquer, de dire qu'on ne s'intéresse pas à ça, même si on est au courant qu'il y a d'autres externalités plus loin. Voilà, donc je ne sais pas comment vous voyez les choses, c'est une question ouverte. Carl, tu veux répondre ou... Alors, j'ai été très mauvais élève, j'ai pas écouté les questions, j'étais en train de répondre à des trucs dans le chat, désolé. Oui, c'est ça qui est compliqué, ouais, tout à fait. Non, c'est une bonne question, en effet, c'est à quel moment on s'arrête À quel moment on s'arrête dans les externalités qu'on est en train de regarder? Ah oui, mais ça, c'est la vraie question qui est hyper compliquée, effectivement, parce qu'à chaque fois qu'on va imaginer l'externalité possible, on va en imaginer 10 autres qui découleraient de la situation potentielle. Ça, c'est effectivement extrêmement complexe en permanence à regarder. C'est vrai qu'il y a des méthodes alors j'ai oublié le nom, qui essayent justement de regarder comment est-ce qu'on peut aller chercher les externalités des externalités. Je pense que d'une manière générale,
si on a déjà les externalités sur 2 niveaux, c'est largement suffisant pour avoir une vision globale de ce que pourrait être l'impact, si on reprend justement un terme à la mode, l'impact de notre service sur l'environnement, sur le social, sur les différentes catégories qu'on a détaillées plus tôt en fait. J'imagine que c'est pas nécessaire en fait d'aller creuser sur des quantités d'échelle jusqu'à tomber dans de la fiction en fait, parce que mine de rien, si on a les externalités sur aujourd'hui, demain, après-demain, ça suffit en fait, je pense. J'ai envie de poser une question du coup sur peut-être la question c'est quelle est la responsabilité, qui porte la responsabilité du RSE en fait dans les entreprises? Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit quoi? Ouais, c'est une vraie question aussi. C'est souvent, enfin après, moi j'ai pas une expérience faramineuse en entreprise, donc je parle avec juste la connaissance qui a mon parcours, mais ce que j'ai pu observer, c'est qu'en effet, souvent, la RSE, c'est une équipe assez, c'est de moins en moins vrai aujourd'hui, hein, mais il y a quelques années, c'était une équipe resserrée, et puis finalement, on ne venait pas forcément impliquer les différents métiers de l'entreprise. Et en fait, pour moi, la question de la RSE, elle est collective. En fait, c'est tous les métiers de l'entreprise qui font l'entreprise qui doivent réfléchir de manière commune à ces questions de responsabilité sociale et environnementale sous le prisme de leur pratique, en fait. Et c'est là où on aura des ambitions RSE qui ont du sens et qui ont un impact concret, quoi. Où finalement, on n'aura pas... on dira pas, bon, je sais pas, enfin, des missions... Enfin, des actions qui ont peu de sens en fait par rapport au secteur et à l'entreprise telles qu'on a pu connaître ces dernières années. J'ai l'impression personnellement que les services RSE dépendent plus souvent de la branche communication de l'entreprise que de la branche gestion des projets. Et ça, c'est probablement une grosse partie du problème. La RSE, elle est considérée la plupart du temps, encore aujourd'hui, comme quelque chose qui permet de montrer une bonne image de l'entreprise et non pas de faire en sorte que l'entreprise agisse correctement, j'ai le sentiment. Ouais, si je peux commenter là-dessus, c'est très juste. En fait, la RSE aujourd'hui n'est perçue comme une activité pour réduire les externalités négatives sans remettre en question son modèle économique. C'est là où les modèles de type Integrated Value font passer un saut quantique. Mais le modèle d'Integrated Value, c'est oblige l'entreprise à s'associer à d'autres personnes. En fait. Je reviens sur l'idée des coalitions ou de la codétermination, mais quand une entreprise, elle seule, veut porter une transformation, elle n'a aucune chance. C'est le b.a.-ba des cours sur les transitions aujourd'hui. Pauline est toujours avec nous? Oui, je suis toujours avec vous. Je ne te voyais plus. Oui, c'est bon. Merci. Oh, j'ai froid. J'ai demandé un petit gilet. Donc oui, du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions ou on arrête ici ou on continue sur d'autres canaux? Qu'est-ce que j'ai exprimé? Il y a encore quelques minutes. Karl, n'hésite pas si tu as des choses à rajouter pour tout le monde. Non, je rebondissais juste dans le chat sur la remarque de François qui effectivement explicite bien le fait que selon la taille de l'entreprise, de la structure qui est derrière un service, un produit, quoi que ce soit, évidemment, non seulement les conséquences sont pas les mêmes, donc probablement les externalités ne sont pas les mêmes et évidemment, on va pas aller à la même recherche de finesse dans la prise en compte des externalités. Et je partage tout à fait l'avis de François. Effectivement, quand on s'appelle Facebook, ça devrait être même obligatoire d'avoir quasiment autant de personnes qui travaillent sur les externalités du service que celles qui développent le service, en fait. Mais oui. Yes. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres retours, ce que je vous propose, c'est de retrouver ce live-là sur les réseaux. Donc, je vais vous envoyer ça avec votre billet Eventbrite. Et sinon, nous, on se retrouve
si vous le voulez bien, donc tous ensemble le 2 juin. Donc c'est plus limité, ça sera plutôt en présentiel. Donc effectivement, si vous êtes en région, dites-le nous parce qu'on peut essayer de coordonner un atelier. Donc il y avait cette question-là à Toulouse. Donc ça, c'est évidemment, là, on aimerait bien revenir en présentiel, mais effectivement, c'est pas mal aussi de ne pas être en présentiel. Donc voilà, on va essayer de trouver un entre-deux. Voilà. Et ensuite, donc sinon, pour d'autres types d'ateliers, le 16 avril à 18h, donc on sera avec donc les intervenants de Laptop et les experts Mathias, Jules, Carole et Jonathan, sur un sujet pour faciliter les ateliers à distance, parce que c'est vraiment notre sujet du moment. Donc là, ça va être des retours d'expérience construits, donc un webinaire aussi. Le 27 avril, on fera le kick-off projet UX en pratique pour lancer notre formation à distance, donc le 27. Et le 28, on fera un petit Voice Sprint Challenge avec Michael Coppens. Donc tout ça, ça sera présenté très bientôt sur Meetup. Voilà. Je vous remercie, c'était une première pour nous avec autant de monde. Donc il y avait 350 inscrits. Il n'y a que 100 personnes qui ont réussi à rentrer. Donc bravo à vous. Vous avez été ponctuels et ça vous a permis de suivre tout cet atelier. Et merci Mélie pour tout le travail de présentation et cet outil que tu nous offres qui est vraiment précieux parce qu'on a besoin effectivement de trouver des modèles pour penser la globalité, la complexité. Et même si le design thinking est pas mal, on résout des problèmes, mais on ne les voit pas tous. Et puis on crée de nouveaux problèmes aussi. Alors, en tant que designer, on a un petit peu les boules là. C'est pas facile. Bon, merci à tout le monde. Et puis, on peut continuer aussi les discussions par la suite. Par la suite, sur... quel canot, n'importe quel canot. On en a beaucoup. Merci à vous. Merci. Et à très vite. Merci beaucoup. Pareil. Merci. Bonne soirée à tous. Merci.